Bienvenue dans un nouvel épisode d'Impulsion, le podcast qui vous donne des clés pour concrétiser vos projets, hein. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait rêver et qui pourtant semble parfois hors de portée pour beaucoup. Construire en Afrique avec un budget réduit, est-ce un mythe ou une réalité? On parle souvent de la crise du logement en Afrique, mais au-delà des défis économiques et des obstacles administratifs, il existe des solutions concrètes pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'immobilier, même avec des ressources limitées. Alors, est-ce vraiment possible de réaliser des projets ambitieux tout en gardant son budget sous contrôle? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chomgo Takam Urich, auteur du livre Construit en Afrique avec un budget réduit. Il est un passionné, voire même un expert, il est un expert et très passionné par l'immobilier et fondateur surtout du complexe immobilier Choms Tower au Cameroun. Il partage son expérience pour aider la diaspora et les Africains sur le continent à réaliser leurs rêves immobiliers. Bonjour, Chomgo. Bonjour, Chamel. Bonjour, merci encore pour l'invitation. C'est un plaisir de discuter de telles thématiques. Ok, le plaisir est tellement est assez partagé. Je dois rappeler que ton livre, c'est vraiment, puisque je l'ai lu déjà plusieurs fois, c'est vraiment un guide pratique et complet pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans un projet immobilier en Afrique et pourquoi pas ailleurs, même avec un budget limité. C'est ça qui est surtout crucial là. On remarque que c'est basé sur des expériences réelles. Ce livre accompagne, hein, ça accompagne pas à pas de l'achat du terrain à la finition, hein, tout en passant par le financement, les démarches administratives et les choix techniques. Maintenant, que vous soyez en Afrique ou même dans la diaspora, ce livre vous donne les clés pour éviter les pièges, réduire les coûts et surtout réaliser votre projet en toute sérénité. Bon, avant d'aller plus loin, Ulrich, je suis un peu curieux, hein. On parle souvent de rêve de maison ou même de villa. Mais dis-moi, combien de fois on se retrouve avec un plan d'architecte dans un tiroir plutôt qu'un vrai projet sur le terrain? Je suis sûr que tu as quelques anecdotes à ce sujet. Oui, effectivement, parfois c'est des projets qui restent toujours dans le domaine du rêve. Mhm, mhm. Et la réalisation sur le terrain, c'est autre chose. C'est quelque chose qui ne voit pas le jour, soit c'est quelque chose où la fondation est lancée et ça s'arrête là, soit c'est quelque chose où on s'arrête au niveau de l'élévation des murs. Bon, bref, on en a très peu qui arrivent jusqu'au bout Jusqu'au bout. du projet. Et c'est pour ça qu'on va constater que lorsqu'on parcourt ou lorsqu'on visite nos villes en Afrique, on va observer qu'il y a beaucoup de chantiers inachevés. Et cela est dû à beaucoup de raisons. Ok. Et c'est ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est ça, c'est ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Oui, mais aussi surtout parce que lorsque je lance mon projet immobilier ou bien lorsque je pense à mon projet immobilier, Mhm. je j'ai très peu de moyens, mais je rêve grand. Mhm. Et ma démarche d'abord est d'aller vers des personnes qui ont tenté cette aventure, ou bien de les questionner, Mhm. ou de sonder un peu à gauche, à droite. Ok. Et les retours étaient vraiment. Ça à peine si tu vois un retour qui pouvait t'encourager en fait. Ok. Et les déboires des uns et des autres, des découragements, des gens qui avaient mis de la croix et tout, et ainsi de suite. Uh-huh. Donc, c'était difficile de trouver une motivation. Oui, Bon, et quelque chose sauf de que positif. moi, j'ai dit, OK, avec le peu de budget, si je dois encore laisser quelque chose sur la table, c'est que le projet ne va accoucher que d'une souris. Mhm. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je me prépare. Donc, je suis entré dans une phase de préparation, comment me préparer réellement. Donc, Ok. c'est dans cette phase de préparation où j'ai cherché.
Je suis allé sur le net, sur Amazon. On est en quelle année comme ça déjà? Là, on parle de... Avant de lancer le projet, je me suis préparé peut-être 5 ans à l'avance. Parce que pour moi, d'abord, c'était pas l'argent le problème, mais c'était le processus, c'était la démarche, c'était comment m'y prendre, surtout si je ne suis pas sur place, connaître les rouages et donc l'argent entrait, c'était pas la priorité, mais c'est comment laisser moins de plumes possible sur le carreau, Sur le quoi. carreau. Donc c'était ça mon objectif. Et euh, mes recherches ont abouti à zéro. Le peu d'informations que j'avais n'était fait que pour me décourager ou pour... Comme d'habitude, hein? Laisse tomber. Peu importe les trucs, les forums où j'allais, chacun racontait ses déboires. Et dans le livre, j'ai même mentionné quelques déboires de personnes qui Effectivement. se sont lancées dans la voiture. Ça, c'est les retours que j'ai eus lorsque je cherchais des informations. C'est les retours qu'on me donnait. D'autres, il y a une carrément en France qui a dit que là maintenant, elle est dans une dépression à cause de tout ce que cela a donné comme résultat. Donc, lorsque tu entends ça, tu as envie de prendre et prendre la route des chats ou bien t'orienter autrement ou bien décider d'investir ici. Mais j'étais déterminé. J'étais déterminé parce que ma maman, qui est aussi mon mentor, elle m'avait donné c'était un peu comme un objectif à atteindre pour pouvoir. Enfin, elle m'avait relevé en fait un défi. Ok. Il fallait relever ce défi-là. Voilà. Donc, ça me tenait à cœur. Je voulais pas. À un moment donné, je voulais lâcher, mais je n'avais pas le droit de lâcher. Je voulais aussi montrer que j'étais capable de relever ce défi-là. Donc, je me suis dit, si j'ai ce problème-là, si j'ai tous ces questionnements que j'ai avant de me lancer, ça veut dire que je ne suis pas le seul. Ça veut dire que beaucoup de personnes sont dans les mêmes questionnements. Beaucoup de personnes ont les mêmes interrogations. Mais pourquoi il n'y a pas un guide qui puisse accompagner des gens pour qu'ils n'entrent pas dans la gueule du loup aussi facilement que ça? Parce que l'ignorance dans ce domaine-là, surtout au Cameroun, lorsqu'on sait que tu es ignorant, on ne te pour te déplumer en fait. Et pour te donner parfois une information, il faut que tu payes bien pour trouver la bonne personne ou la bonne information. Il faut que tu laisses beaucoup de choses sur le carreau. Or, si tu as dans un livre un guide qui te donne la bonne information sur toutes les différentes étapes, que ça soit officiel ou officieux, je pense que non seulement ça va te permettre d'économiser une bonne partie de ton budget, mais aussi ça va te permettre aussi de construire avec une certaine sérénité. Wow, pertinent, hein? Maintenant que tu as parlé de l'importance, on découvre l'importance, la nécessité de ce guide, donc de ce livre. Plongeons donc un peu déjà dans le livre. Tu le précises clairement que d'après le ministre de l'Habitat, déjà en 2016, nous sommes il y a presque 10 ans après, on avait au Cameroun précisément un déficit de 1,5 million de logements dans le pays et les experts parlent même de uniquement 2 réponses pour 100 demandes. Mais on peut, en lisant cela, on se dit, ça va être donc très facile si on veut plonger dans ce domaine, puisque la demande est assez élevée et pas encore satisfaite. Tu évoques donc cette crise du logement dans ton livre. Et on entend aussi souvent parler de ce déficit, mais qu'est-ce qui, selon toi, empêche donc réellement la solution d'émerger, surtout pour ceux qui ont un budget limité? Et comment ton livre propose-t-il de répondre à cette problématique urgente? Ben c'est clair. Ce qui empêche, comme je le disais tantôt, il y a une volonté réelle, mais le problème, c'est comment quitter de A, qui est l'idée que tu penses, à la réalisation complète, clairement. Tout ce parcours-là, c'est un parcours de combattant. Et pour y arriver jusqu'à A,
si ton projet que tu as pensé est évalué à, disons, je sais pas, à 50 000 francs, le pourcentage de pertes ou de primes que tu laisses parfois atteindre, lorsque tu arrives jusqu'au bout, c'est parfois le double du projet initial qui était pensé. Parce que ce qui se fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu es déjà lancé, pour que tu arrêtes, il faut que les poches soient vides. Parce que tu vas te dire, mais j'ai déjà dépensé tellement, à quoi bon mieux continuer? Tu vois. Et plus tu continues, plus le pourcentage de perte ou bien de surplus du budget que tu as au départ ne fait qu'augmenter. Ce qui fait que lorsque tu arrives même à avoir la clé de ton projet immobilier, que tu calcules toutes les dépenses que tu as fait, parfois ça arrive, ça atteint même les pertes atteignent même parfois le prix du projet initial. Ça veut dire que tu as dépensé 2 fois plus. Bon, cela dépend aussi de l'envergure du projet. Donc, ce qui fait que la volonté est là, mais c'est la démarche et le processus qui est le vrai problème. Et c'est pour ça que j'apporte à travers ce livre une contribution dans ce processus-là jusqu'à la fin, parce que c'est une démarche que j'ai faite. Malgré toute la préparation, des années de préparation que j'ai pris, j'ai laissé les plumes. Et je me dis que mon expérience doit aider les autres. Là où j'ai laissé les plumes, il ne faut pas que les autres puissent laisser les plumes. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai dit, s'il n'y a pas un truc comme ça, il faudrait donc quelqu'un créer un jour. J'ai dit, OK, en faisant mon projet immobilier, je vais protocoler. Partout toutes les étapes que je vais faire, tout ce que je vais retenir comme leçon, tout ce qui peut aider quelqu'un qui se lance, je vais le noter, que ça soit officiel ou officieuse, mais c'est le terrain et c'est la pratique. Et c'est en ça que j'aimerais aider à ce que les projets ne s'arrêtent plus à court terme ou bien au milieu ou bien je ne sais pas trop quoi, mais que en fin de compte, que de plus en plus de personnes puissent aller au bout de leur projet immobilier. Effectivement, pour avoir lu le livre, il est assez digeste. Et je dois avouer que les différentes étapes sont assez énumérées, clairement énumérées dans le livre. Tu as parlé là tout à l'heure dans les problèmes que tu poses. On comprend que l'un des problèmes cruciaux, c'est vraiment ce budget-là, parce que on commence avec un budget, le budget initial à la fin du projet parfois est doublé ou même triplé. Tu dis c'est par rapport. Ça dépend de l'envergure du projet. Allons donc sur ce point-là. Maintenant qu'on a vu l'ampleur de la situation, il est clair que pour le besoin de logement ou le besoin et ce besoin est criant. Mais ce qui bloque parfois, on peut comprendre que c'est souvent l'argent, n'est-ce pas? Passons donc à cette partie, c'est-à-dire le financement. C'est un obstacle à surmonter, surtout dans notre contexte africain. On sait que l'argent, c'est souvent la première barrière pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier, surtout en Afrique. Mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'il existe des solutions accessibles et tu abordes cela dans le livre. Surtout les solutions accessibles à ceux qui n'ont pas des millions à investir dès le départ. Maintenant, la question, c'est comment donc dépasser cet obstacle-là et trouver des solutions de financement adaptées. Et au-delà de ça, quelles stratégies peuvent vraiment changer la donne pour ceux qui partent avec un budget limité dès le départ? Merci pour la question. Mais avant d'aborder ta question, je voulais ajouter que lorsque j'écris, au départ, l'idée à la base, c'était de me concentrer sur le processus. Mais après, je me suis dit, mais beaucoup de personnes vont se dire que, mais avant d'arriver sur le processus là, il faudrait qu'il y ait de l'argent. Donc, je me suis dit, OK, il faut aussi que mon expérience dans cette partie puisse aider, OK. Voilà. Comment j'y suis parvenu. Je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Donc, si j'ai pu financer un tel projet de plusieurs centaines de millions, je peux bien partager comment je m'y suis pris
si ça peut aider certaines personnes aussi dans cette démarche-là. Donc, c'est pour ça que toutes les leviers de financement que j'ai pu utiliser, je les ai mentionnés. Forcément, il y a d'autres leviers, hein, mais moi, j'ai mentionné certains Oui, enfin, et parlant de ces leviers-là, parmi ces de leviers, mon il y a expérience. un concernant la tontine immobilière. C'est quoi exactement ce concept? Est-ce que tu peux nous dire brièvement comme ça, c'est quoi Bon, la tontine immobilière? la tontine immobilière, en fait, c'est une tontine où des personnes se mettent ensemble qui ont un objectif commun ou à peu près similaire. Euh, et ils se mettent ensemble pour que chacun puisse réaliser son projet immobilier parce qu'on dit souvent que l'union fait la force. Donc, ça veut dire que l'union peut aussi avoir une importance dans le financement de projets immobiliers. Donc, la tontine immobilière, comme je disais, des personnes se mettent ensemble, ils ont un projet immobilier, mais parfois une personne pour porter un projet, ça peut être lourd et parfois ça peut prendre sur plusieurs années. Donc là, si on a 2, 3, 4 personnes, 5 personnes qui ont un projet immobilier, ils peuvent se mettre ensemble pour dire, OK, on va s'unir pour qu'en fin de compte, à la fin de la tontine, chacun puisse avoir réalisé son projet immobilier. Donc, dans le livre, je décris exactement les conditions qui sont nécessaires parce qu'on ne se lève pas comme ça, on dit on fait la tontine parce que c'est assez délicat. Donc, il faut un préalable, il faut un certain, tu vas voir peut-être A dit je veux construire, mon projet immobilier c'est de construire un RE plus 5. B dit que non, moi je veux construire un RE plus 1. Comment ça se gère tout ça? L'autre dit non, moi je veux juste construire ma maison. L'autre dit je veux juste comment gérer tout ça. Donc, tout ça, dans le livre, je suis beaucoup plus explicite sur les conditions, bien les conditions préalables qu'il faut pour que 2, 3, 4 personnes se lancent ensemble. Sinon, après, avant même d'arriver au bout du premier projet, qu'il y aura déjà les disputes, il y aura déjà les tiraillements et tout pour éviter tout ça. Il faut un préalable de conditions, un préalable de choses qui doivent être établies où chaque personne doit être d'accord par rapport à ça. Donc, et ça, c'est valable aussi pour ceux de la diaspora. Oui, mais surtout, la tontine, c'est un domaine qui exige beaucoup de capital confiance. On peut se dire beaucoup de choses. On peut tous se dire, mais s'il n'y a pas le capital confiance entre les participants, c'est difficile. Même s'il y a des contrats, il y a des choses qui ne sont pas forcément contractuelles. Mais il faut la confiance. Et c'est la confiance qui est l'élément principal. Le socle même de la tontine. Lorsqu'on parle de tontine, on parle d'abord de confiance. Donc, lorsque la confiance n'est pas là, la tontine, à un moment ou l'autre, prend un coup. Donc, en grosso modo, c'est ça, c'est des personnes qui se mettent ensemble et ont un projet de construire immobilier et maintenant ils mettent un processus. Ça veut dire que on dit OK, on va commencer par A. Ça veut dire que tout le monde se met ensemble pour que le projet de A soit réalisé. Et ensuite on passe au OK. Voilà. Exactement comme la tontine traditionnelle qu'on connaît, mais là avec un objectif. Immobilier, quoi. Voilà, effectivement. Et lorsque le projet de A est réalisé, ce n'est pas que, bon, A a réalisé son projet, mais le projet de A, l'argent que le projet de A va générer, plus la tontine assemblée va permettre à réaliser le projet de B. Donc, c'est un assemblage de fonds. À la fin, tout le monde a son projet et tout le monde est content. Wow. Le projet de A génère les fonds, le projet de B génère les fonds, A et B peuvent encore mettre de l'ajout. Tout ça
Donc, plus on avance, plus ça devient plus rapide parce qu'on a des fonds qui sont générés à gauche et à droite. Le plus difficile, ça sera de réaliser le projet A. Mais à en fin de compte, A, B, C, D, chacun aura son projet immobilier. Super. Très bien. J'ai dit pour avoir lu le livre, trouvé cette approche-là, et comme je l'ai dit, c'est assez explicite dans le livre. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est cette flexibilité que tu offres dans la possibilité, c'est-à-dire les différents leviers que tu cites, tu le dis par la suite. On peut avoir une approche où on essaie de combiner tous ces leviers-là par rapport, pour avoir parfois un meilleur résultat. Donc maintenant qu'on a abordé dans le financement et genre une stratégie d'investissement ou il y en a plusieurs. On passe donc au point essentiel puisque pour construire, il faut le terrain, l'achat du terrain. L'achat du terrain, on passe dans l'achat du terrain, surtout en Afrique, c'est un peu comme une chasse au trésor. Sauf que parfois, le trésor se transforme en mirage. Tu l'as si bien dit à l'introduction. On peut prendre l'exemple de cette compatriote qui est presque en dépression. On peut imaginer par quoi elle est passée. Donc, entre les arnaques, la complexité des démarches administratives, il y a de quoi parfois se perdre. Mais au moins, avec ce guide, on peut dire pas de panique. Le guide, il y a des précautions à prendre pour sécuriser son investissement et éviter de tomber dans le piège. C'est ça qui est abordé dans le livre. En même temps, parlons donc de la première étape essentielle dans l'achat du terrain. Quelles sont, comme ça, pas la totalité, quelques précautions à prendre pour éviter les arnaques lors de l'achat? Donc, qu'est-ce que tu as fait, par exemple, dans ton cas précis, lorsque tu as acheté le terrain? Il faut d'abord, avant de répondre concrètement à la question, il faut d'abord dire une chose, c'est que les documents sur le foncier en Afrique existent. Il y a des documents qui existent et qui parlent du foncier. Bon à savoir. Mais les documents qui parlent du foncier parlent de ce qui doit être. Okay. Ça veut dire que parle de ce que la loi dit, ce que la loi sur le foncier dit, par exemple au Cameroun. Mais entre ce que la loi sur le foncier dit et ce qui se passe sur le terrain, parfois il y a un fossé. Pourquoi? C'est pour ça qu'on arrive parfois au double vente, au triple vente. Comment on arrive là au triple vente? Comment on arrive au double vente, au quadruple vente? J'ai des expériences dans ma famille où des personnes, j'ai plusieurs exemples, des personnes de ma famille qui ont été dans des histoires de double, triple, quadruple vente, qui ont construit et ont dû détruire leur construction parce que c'était dans un projet de double vente. Donc, c'est un sujet très important. Le foncier, c'est très important et très délicat. Donc, c'est important de savoir la réalité sur le terrain. C'est pour ça que je dis aussi que dans ce livre, j'ai dit tout ce qui est officiel et tout ce qui est officieux. Ça veut dire qu'il y a des choses, des réalités sur le terrain dont il faut prendre en compte et qui n'est pas forcément écrit. Qui n'entre pas dans la logique. Ou bien tu ne vas pas le voir au cadastre, ou bien je ne sais pas pourquoi. Mais c'est les réalités dont tu ne peux pas t'en défaire. C'est les réalités sur le terrain. Donc maintenant, après avoir dit ça, je reviens à la question à savoir quelles sont les précautions à prendre pour ne pas se faire arnaquer. Pour ne pas tomber dans une arnaque au foncier au Cameroun. Il y a beaucoup de pièges. Okay. Prenons le côté administratif, par exemple. Quels sont les documents et étapes clés à connaître avant de finaliser l'achat d'un terrain, par exemple? Bon, écoute, avant d'entrer dans le truc administratif, il faut d'abord ça c'est une étape qui arrive après. Avant ça, il y a des précautions que tu dois prendre avant de te lancer dans les démarches administratives. Il faudra déjà à la base connaître est-ce que le terrain qui m'intéresse là, est-ce que celui qui me vend le terrain, est-ce que c'est lui le propriétaire? Comment le savoir? Est-ce que celui qui me vend le terrain, est-ce qu'il n'a pas déjà vendu à une autre personne? Ou bien est-ce que ce n'est pas dans un processus de... Parce que les gens qui le font, en fait, ils le font dans un laps de temps.
Ça veut dire qu'il a un terrain, il donne une offre alléchante. OK. Et généralement, il te met dans la pression, il te dit que j'ai urgence, j'ai mon fils qui est malade, je veux. Donc, il te met sous pression. Pression psychologique, quoi. Et toi, tu te dis que, voilà une bonne affaire, il faut que je débourse vite de l'argent. Il est dans l'urgence, il va me liquider le terrain. Mais il te met dans un système où c'est pour ça que quand tu dois acheter le terrain, ne sois pas pressé. Ouais. Ne cours pas. Peu importe la pression qu'il te met, prends ton temps. Prends du temps, OK. Si ça ne va pas, tu dis, c'est bon, tu vas chercher notre terrain. En fait, si tu te mets de la pression où tu sens que ça ne va pas, s'il n'est pas prêt à respecter les étapes et les démarches telles que je mentionne dans le livre, laisse tomber. Okay. N'aie pas peur de dire, OK, c'est bon, je laisse tomber. C'est mieux de le dire qu'après de se rendre compte que je viens en fait de me faire entuber. Donc, regardez le terrain. Si ça t'intéresse, tu demandes premièrement à la personne de te présenter. Est-ce que tu es propriétaire? Est-ce que tu es démarcheur? Est-ce que tu es quoi dans l'affaire-ci? Okay. Lorsqu'il s'identifie, en fonction de comment il va s'identifier, tu vas suivre les différentes étapes. Si c'est identifié comme démarcheur, OK, tu dis, OK, comme tu es démarcheur, qui est le véritable propriétaire? OK. Où est le titre foncier? Il faut qu'il puisse te montrer soit le titre foncier ou le titre de propriété afin que tu puisses filmer parce qu'il y a des éléments importants sur le titre foncier qui sont déterminants pour la suite. OK. Et je crois que tu as détaillé cela dans le livre correctement. Effectivement. Donc, si ça te dit que c'est moi le vendeur, tu dis, OK, présente-moi ta carte nationale d'identité afin que tu puisses l'identifier et identifier aussi le numéro du titre foncier. Bon, maintenant, on va aussi parler, il y a des terrains qu'on achète qui ne sont pas titrés. Ça, c'est aussi notre démarche qu'on aborde aussi dans le livre. Oui, effectivement. Parlons de terrains qui sont titrés. Lorsque tu as ces différentes informations que je te donne dans le livre, tu te diriges maintenant au niveau du cadastre. Parce qu'il y a une possibilité que soit le terrain peut être hypothéqué. Ça veut dire qu'il a hypothéqué le terrain à une banque pour un prêt et tout. Le terrain peut avoir déjà été vendu, mais les démarches pour changer le nom, le titre foncier et tout, ça prend quand même du temps. Ça prend peut-être 6 mois ou 1 an. Donc, ça peut être dans cette période-là. Il utilise cette période où le papier sont en train d'être fait pour pouvoir vendre à plusieurs personnes. Donc, il faut avoir ce maximum d'informations-là. Tu te retrouves au niveau du cadastre. Parce qu'à tout niveau, il peut y avoir de l'arnaque. Tu te retrouves au niveau du cadastre et tu vérifies toutes ces informations. Parce que le cadastre te donne toutes, et ce n'est pas cher pour avoir des informations sur un terrain au cadastre. Il te donne tout l'état du terrain. Est-ce que le terrain a été vendu? Est-ce que le terrain est en processus? Est-ce que le terrain est hypothéqué? Est-ce que ça donne tout? Ça donne les informations du propriétaire du terrain, sa carte d'identité. Ça donne toute une liste d'informations dont tu connais tout à l'instant en ce qui concerne ce terrain. Bon, je peux décrire, mais ça peut prendre tout. Oui, c'est vraiment, comme je dis, c'est assez explicité dans le livre. Mais c'est que je dis, il crois qu'il y a des informations qui vont vraiment être utiles aux auditeurs, c'est-à-dire déjà se rassurer de la qualité de celui qui s'approche de vous. À partir de là, ça vous donne le point d'appui pour la direction qu'il faut prendre. Si c'est le propriétaire, il faut demander le titre foncier. Si le terrain n'est pas titré, il y a les solutions qui sont données dans le livre. Et personnellement, ça m'a beaucoup édifié parce que je n'avais pas encore ces informations jusqu'à ce que je puisse les lire. Donc maintenant, on peut dire qu'on a sécurisé avec les informations. Aussi un truc aussi très important que je n'ai pas mentionné. Si tu as affaire à un démarcheur, exige que tu peux être en contact direct. Donc, ça veut dire que si tu dis que je suis le frère du vendeur, non, jamais ils te mettent en confiance et dis non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ils te mettent en confiance, Exige que tu veux causer directement avec le vendeur qui est le propriétaire.
OK. Peu importe ce qu'il te dit. C'est un démarcheur. Tu as dit que, OK, tu auras ta commission Oui, si mais le processus arrive au bout, mais je veux causer directement avec le vendeur. avec le vendeur. C'est très important. Bon, Ça c'est peut bon. être parfois dans les trucs comme ça, quelqu'un vient, il voit comment tu es en train de construire, tu te dis, mais tu viens construire sur mon terrain, je ne te connais pas. Et là, les Ouais, problèmes commencent et on peut plonger voilà, facilement dans la dépression. Donc maintenant, effectivement. maintenant qu'on a, avec les informations pratiques que tu as données, et comme j'ai dit dans le livre, c'est encore plus explicité. Il y a plusieurs autres informations, que ce soit du côté du client et même il y a des démarches administratives que j'ai trouvé intéressant. On a sécurisé dans l'achat, et c'est ce que tu as fait de ça, dit, et je trouve cette démarche vraiment, tu as commencé par le financement comment effectuer ce financer. Lorsqu'on a le financement, on a l'achat du terrain, les différentes méthodes. Maintenant qu'on a sécurisé l'achat, on passe maintenant à la construction, puisqu'on a déjà le terrain. Et là, Effectivement. c'est souvent là qu'on peut commettre aussi beaucoup d'erreurs, hein, des erreurs qui coûtent parfois aussi très cher. Mais le livre apporte encore beaucoup de solutions là-dessus. Donc voilà, donc, on est au moment de la construction. C'est là que le rêve prend forme, puisque tu le disais tout à l'heure, c'est ça souvent le problème quitter de l'idée à la concrétisation. La concrétisation, c'est pas seulement la construction, mais disons que c'est une partie qui rend le projet visible. Donc, c'est là que le rêve prend forme, mais aussi où il peut se transformer en cauchemar si on n'y prête pas attention. Par exemple, organiser un chantier de manière efficace, éviter les pièges, c'est ce que j'ai lu dans le livre, éviter les pièges qui mènent à des erreurs coûteuses et surtout veiller à ce que la structure soit solide et pérenne. C'est d'abord l'essentiel. Bon, maintenant, Ulrich, dans ton livre, tu partages donc ces conseils pratiques pour réussir ces étapes cruciales. Parlons-en maintenant. Dis-nous comme ça brièvement, puisque ta maîtrise, ton expertise, et on le constate, hein, tu déroules totalement. Donc, comment bien organiser son chantier pour qu'il se déroule sans accroc et sans erreur de construction? Bon, tout part déjà l'étude du projet. OK. La base, c'est l'étude du projet. Un projet mal étudié peut conduire à un effondrement, peut conduire à des fissures après quelques années sur le bâtiment, peut OK. conduire à beaucoup de dommages. Parfois, les dommages ne sont pas les dommages qui arrivent dans les 5 premières années. Oui. Parfois, c'est après 10 ans, après 15 ans. OK. Mais tu Il y a vois, des c'est raisons. celui qui a construit le truc. Donc, tout passe sur l'étude du projet. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que beaucoup font l'erreur de vouloir économiser à ce niveau-là. OK. S'il y a un endroit où il ne faut pas économiser, c'est à ce niveau-là. Au niveau de la construction. OK. Parce que et pour l'étude d'un projet, il y a des démarches claires et nettes et que je mets dans le livre. Oui, le livre, oui. Il ne faut pas négliger, que ça soit même l'étude de sol. Ne négligez pas l'étude de sol. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on assiste régulièrement à des effondrements? Parce que des gens essayent d'économiser là où il ne faut pas économiser, essayent d'épargner, essayent de jouer, je ne sais pas trop, au truc là où il ne faut pas jouer. Faites l'étude de votre projet. Enfin, ça dépend, hein, ça dépend. Il y a des projets De l'envergure, hein. de vraiment moindre envergure où il faut juste faire 4 murs ou un studio et tout. Mais même si c'est 4 murs, ça demande un minimum, ça ne veut pas dire que tu dois prendre un maçon. Un maçon n'étudie pas de projet. Un maçon, ça a une spécificité. Donc, Oui. il y a un cadre dans la construction et vraiment, j'encourage toute personne qui veut se lancer dans la construction d'avoir ce guide parce que véritablement, dans ce livre, je cadre tout en fait. Je te dis, pour telle chose, à telle étape, voilà ce qu'il te faut, voilà où tu vas le chercher, voilà comment tu vas l'avoir, voilà comment ça coûte. Et c'est un canevas où tu dois juste marcher dans ce canevas-là. Il peut y avoir peut-être, je ne sais pas, mais j'ai essayé de donner le maximum, peu importe la virgule du projet, le maximum d'informations possible. Donc, l'étude du projet, c'est une étape capitale et essentielle dans un projet. Donc, ne partez pas chercher un maçon pour vous faire
pour faire une étude d'architecture. Ou bien un technicien lambda pour faire une étude d'architecture. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que beaucoup de personnes partent ils font des plans d'études architecturales par quelqu'un, je ne sais pas trop, par une personne lambda, juste parce qu'il veut économiser, personne lambda. Maintenant, s'il veut faire parce que la mairie dit que pour qu'il valide le plan, il faut que ça soit signé par quelqu'un qui est d'ailleurs, même j'ai mis dans le livre la liste des architectes inscrits à l'ordre. Oui, effectivement. J'ai trouvé cela très intéressant. Bon. Si l'erreur que certains font, c'est ils font le plan par une personne lambda qui... Parfois par affinité, juste. Par affinité, parce qu'il t'a dit que, ou bien parce qu'on a dit il a construit là-bas, il peut avoir construit quelque part, c'est beau, c'est joli, mais tu ne sais pas comment ça sera dans 5 ans. Est-ce que c'est solide? Tu ne sais pas comment ce bâtiment sera dans 10 ans. Donc, ce n'est pas l'aspect visible que tu vois. Le bon travail d'un bâtiment se juge sur le temps. Donc, même si on t'a dit qu'il a fait les merveilles et qu'on t'envoie les photos, fais-toi accompagner par un architecte qui est vraiment architecte, ou de préférence un architecte inscrit à l'ordre des architectes. Et ne fais pas un truc fait par quelqu'un lambda. Parfois, c'est ce que beaucoup font. Hein. Je te le dis, beaucoup font. Certaines démarches de l'étude de projet, ils le font par une personne lambda. Et il fait valider par quelqu'un. Ça veut dire qu'il peut avoir quelqu'un qui a le cachet. Il valide. Valide le plan, valide X, Y. Et ensuite, il va lancer son projet avec. Ça, c'est une erreur monumentale. Donc, l'étude de projet, c'est l'étape primordiale. On n'économise pas sur l'étude de ton projet. Donc, après avoir dit ça, dans le livre, je dis concrètement en quoi consiste l'étude du projet, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, l'étude de la démarche administrative, en fait, ou bien l'étude du projet, en fait, pour que ça soit validé, bon, il y a certaines personnes qui construisent sans forcément chercher le permis de bâtir. Le permis de bâtir aussi, même si tu ne veux pas faire le permis de bâtir, mais que ça te permette aussi, ça te donne une orientation sur les exigences qu'il faut pour ton bâtiment, ou bien pour ton projet. Donc, dans le livre, je te donne toute la liste pour ceux qui veulent faire toutes les démarches que la mairie attend pour valider ton projet. Tu peux, même si tu ne vas pas prendre la démarche administrative, fais cette démarche-là pour toi-même, pour ta propre. Parce que, en fin de compte, ce que la mairie veut, c'est quoi? Savoir si ton projet est sécurisé. Si ça ne va pas mettre la vie des personnes qui vont habiter en danger. Donc, même si tu ne pars pas à la mairie avec ton projet, fais-le pour toi-même pour être sûr que ton projet est en sécurité et que ça ne va pas, pour X ou Y raison, se fissurer ou bien je ne sais pas trop quoi, ou bien pour X ou Y raison, quelque chose va arriver. Donc, fais-le aussi pour toi. Et je te donne les différentes étapes à faire: conception architecturale, études techniques, et ainsi de suite, études géotechniques ou études de sol, et ainsi de suite. Et j'en parle dans le livre. Et même, je vais même plus loin, je te dis même comment toi tu peux évaluer ou bien calculer toi-même, calculer toi-même le coût de ton projet en fait. Oui, ça j'ai trouvé très intéressant. Donc que ça soit un pied plat, que ça soit un immeuble, parce que ça c'est des choses aussi qui coûtent. Hein. Lorsque tu veux l'avoir, c'est facturé. Hein. Mais je te dis que dans le livre, j'ai dit c'est des choses que tu peux le faire toi-même et tu épargnes de l'argent. C'est pour ça que, comme le livre, les trucs avaient un budget réduit, donc ça te permet d'économiser sur ton budget, sur cette étape-là au moins. Tu sais au moins que, bon, ok, j'économise ici. Donc, le livre te donne beaucoup
de clés pour économiser beaucoup d'argent et pour protéger énormément. Donc, construire solide sans dépenser plus qu'il n'en faut et économiser à plusieurs endroits pour qu'en fin de compte, voilà, si tout se passe bien, peut-être même ton budget au départ, à la fin, sera moins que ce qui est prévu. Wow, effectivement, vraiment. Maintenant, on comprend, on a vraiment tout mis en place, c'est-à-dire le financement, l'achat du terrain, la construction. Je rappelle toujours que le livre, c'est vraiment un guide. Bon, j'ai failli même trouver un truc, mais parce que il est assez explicite dans l'évolution de son projet. On a mis tout en place. Maintenant, il est temps de passer peut-être à l'étape finale. Et j'ai appelé ça étape finale, c'est-à-dire la réalisation et surtout savourer les fruits de tout ce travail. Alors, je vais poser comme ça, je vais un peu essayer de taquiner Ulrich. La Chom's Tower, hein, est-ce que chaque fois que je lis Chom's Tower, ça me vient à la tête Trump Tower. Je vais dire, Ulrich est milliardaire? Non, je ne suis pas milliardaire. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Mais c'est bien que tu mentionnes Trump Tower parce que il m'a inspiré aussi parce que c'est un maniaque de l'immobilier. Et il m'a inspiré et c'est quelqu'un qui rêve grand, surtout en ce qui concerne l'immobilier. Et je me suis dit, OK, je ne suis pas milliardaire, mais je rêve, en fait, mon rêve personnel, c'est de construire, en fait, c'est de vraiment impacter dans l'immobilier, pas qu'au Cameroun, mais surtout en Afrique. Et lorsqu'on parle de tower, on voit un gratte-ciel, en fait. Effectivement. Et ce que moi j'ai fait, c'est loin d'être un gratte-ciel. Ok. C'est R plus 4, d'après le livre, c'est voilà. R plus 4, ça dit 4 niveaux, après le rez-de-chaussée, oui. Voilà. Et c'est là pour me rappeler que, en fait, tu n'as encore rien accompli, en fait. Oui, effectivement. Voilà le départ, il faut aller plus loin. Ta tower n'est qu'un minuscule R plus 4. Mais une tower, c'est un gratte-ciel. Donc, tu as encore beaucoup à faire. Non, mais je suis pas milliardaire, mais je pense que beaucoup ont, en fait, beaucoup ont percé dans l'immobilier en utilisant les leviers qui ne sont pas dus à l'héritage ou je sais pas trop quoi. Non, je suis pas milliardaire, mais je pense qu'il y a des leviers et il y a des astuces pour pouvoir faire plus grand qu'on ne le pense, en fait, pour pouvoir rêver plus grand. Parce que lorsque je disais que j'allais réaliser ce projet-ci, beaucoup m'ont pris pour un dingo, en fait. Donc, d'habitude. Ouais, mais bon, je comme on dit, il faut souvent paraître fou pour par la suite surprendre. Voilà. Donc, je pense que avec ce livre-ci, beaucoup pourront aussi rêver plus grand et s'éviter de jeter l'argent par la fenêtre et construire aussi en pleine avec beaucoup de sérénité. Je t'assure que si ce livre-ci, je l'avais au départ, et comme on m'aurait dit que, OK, il veut dire avant que je me lance, on m'aurait proposé un truc de ce genre et comme me l'aurait vendu, je ne sais pas, à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, je l'aurais acheté. Effectivement. Parce que ça te ferait perdre moins, voilà, éviter les pertes. Par rapport à ce que je vais perdre. Voilà, justement. Donc, je l'aurais acheté sans réfléchir, en fait. Donc, et combien coûte donc ce livre? Bon, le livre coûte 50 euros. Le livre coûte 50 euros. Bon, comment on arrive à 50 euros? J'ai pris ce livre-ci, je l'ai fait lire par un professionnel du métier au Cameroun pour avoir ses impressions. Sa réaction, c'est mon gars, tu viens nous mettre le sable dans le tapioca, en fait. Tu vois. Parce que l'obscurantisme, c'est tout un business Voilà, donc, il dit, est-ce que tu proposerais un livre comme ça à tes clients? Il m'a dit non, pas du tout.
C'est que je suis en train de me tirer Tirer une balle dans une balle dans le pied, quoi. Donc, je lui ai dit que toi, combien tu achèterais un truc comme ça si tu n'étais pas professionnel du métier et que tu connais le métier et que tu connais la valeur réelle du livre? Parce que le livre, ce n'est pas le nombre de pages, ce n'est pas... Mais c'est la valeur intrinsèque du livre. Qu'est-ce que le livre m'apporte? Qu'est-ce que le livre me fait gagner? C'est ça la valeur du livre. En fait. Ça peut être 2 pages, mais ces 2 pages-là te font gagner 1 million d'euros. Un autre livre peut être 100 pages. Ça ne coûte rien du tout. Donc, je lui ai demandé par rapport à ça, si tu n'étais pas professionnel du métier et que tu as besoin d'un truc comme ça pour ton projet, à combien tu serais prêt à acheter? Il m'a dit, peu importe à combien tu l'aurais vendu, je l'aurais acheté en fait. Si c'est de quoi, il sait exactement de quoi il s'agit. Bon, maintenant, pour des personnes qui découvrent, et en France CFA, c'est combien exactement? Ça, c'est 50. En France CFA, bon, au Cameroun, on le commercialise à 20 000 francs. 20 000 francs. Et à l'étranger, on le commercialise à 50 euros. Et pour ceux qui sont au Cameroun, ils doivent se rapprocher de qui? On est en contact. Okay. Je peux t'envoyer les contacts. Oui, je vais mettre dans la description. Il y a un contact sur YouTube. Et sur Amazon, le livre sera bientôt disponible sur Amazon. On y travaille. Mais toute personne qui a besoin du livre actuellement n'a qu'à me contacter. Ou contacter les numéros que je vais mettre dans la description. Effectivement. Bon, comme on parle du prix là, j'aimerais encore rebondir parce que j'ai eu une connaissance qui m'a contacté dernièrement parce que c'est que je m'intéresse beaucoup à l'immobilier. Elle m'a contacté, elle m'a dit ok, j'ai un terrain à Kribi, un RE+, c'était quoi? RE+1. C'est ça, RE+1, oui. RE+1. Je voulais faire l'étude de sol de mon projet. Combien ça peut coûter? Je suis allé voir un technicien parce que j'ai pas mal de contacts dans le domaine. Je lui ai dit, à combien tu fais l'étude de sol pour un RE+1? Bon, je connaissais déjà la réponse, je voulais juste savoir ce qu'il allait me dire. Bon, lui aussi, c'est que je ne suis pas un ignorant. Il me dit que bon, le prix, c'est 300 000. Mais, parce que je lui ai dit que bon, j'ai quelqu'un qui veut, le prix, c'est 300 000. Il me dit, ok, dis à la personne que le prix, c'est 300 000. Naturellement, il n'avait pas dit à la personne que le prix, c'est 300 000. Mais lui, il lui dit que, mais en fait, tu sais que la personne n'a pas besoin de faire l'étude de sol. Ok. Il me dit oui, effectivement, mais parce que toi, tu le sais. Mais si un client me dit de le faire R+1, je vais faire l'étude de sol, il va me payer. Mais si la personne a ce livre-ci, il saurait que pour un projet d'envergure de type RE+1, il n'a pas besoin de faire une étude de sol. Il faut le savoir. Donc, ça veut dire que cet ami-là, si je n'étais pas là, si je ne donnais pas l'information, qu'il n'avait pas 300 000 francs au moins. 300 000 qui est parti. 300 000, ça représente combien? À peu près 500 euros. 500 euros, oui. Juste cette petite information-là qui est mentionnée dans le livre te fait économiser 500 euros. Donc, je le précise pourquoi parce que... C'est qui vaut 15 livres, hein? Voilà. 20 000 francs. Voilà, je dis pourquoi parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit mais 50 euros c'est cher. Mais 50 euros pour toi c'est cher parce que tu ne connais pas la valeur de ce livre. Je te prends juste cette information-là où grâce au livre quelqu'un a pu gagner 500 euros. 500 euros. Avec ça alors et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, je ne te parle pas non plus d'informations qu'il y a dans ce livre. Donc, pour te dire quoi? Pour te dire que tes 50 euros, en fait, c'est cadeau, en fait. C'est cadeau, oui, c'est vraiment ça. C'est cadeau. On ne peut pas évaluer cela.
On ne peut pas Voilà, évaluer. à moins c'est quelqu'un qui peut prendre le livre de lui et mettre dans sa bibliothèque. Là, ça, Oui, 50 euros peut-être. Mais quelqu'un qui veut vraiment se lancer, se lancer, oui, c'est vraiment un que ce gain. soit pour l'achat du terrain, que ce soit pour Mhm. la construction, Mhm. Pour le 50 financement. euros, Hein. Mhm. c'est cadeau. C'est cadeau. Oui, donc avant de terminer, hein, on est déjà presque à la fin. Je vais encore taquiner comme ça, hein, c'est-à-dire parce que beaucoup vont se poser la question. Et c'est vrai que tu as essayé d'aborder cela dans le livre, mais je veux pousser directement, hein, c'est-à-dire le retour dont tu as dit dès le départ, c'est la Trump Store a coûté des centaines de millions. On ne va pas s'attarder sur les chiffres. On se demande, bon, après avoir dépensé des centaines de millions, aujourd'hui, le retour sur cet investissement, est-ce que ça donne envie? Est-ce que ça te donne envie de continuer et de penser déjà à des gratte-ciel, comme tu le disais tantôt? Le retour sur investissement, l'immobilier doit être pensé. Mhm, mhm, Ce n'est pas tout projet immobilier ne s'équivaut pas. Tu peux avoir un projet immobilier qui est R plus 1, mhm. mais euh, qui génère plus qu'un R plus 5. OK. Donc, le projet, en fait, doit être pensé. Et la Thomson, c'est un projet qui est pensé. Et peut-être si décrit le projet, ça va permettre de mieux comprendre pourquoi c'est pensé. Parce que le but, c'est que ça génère le maximum possible, en fait. Ça veut dire que l'objectif pour nous, c'est euh, un retour sur investissement le plus rapidement Plus rapide possible. possible. Hein. Parce que la réalité dans l'immobilier, c'était souvent que ah, non, l'immobilier, c'est un peu un bon investissement parce que le retour sur investissement peut prendre 20, 30, 50 ans. Mhm, Parfois même, c'est des enfants qui vont manger vraiment les bénéfices de ton projet immobilier. Mais moi, je dis, tout c'est comment le projet est pensé, tout c'est mhm. comment il est, euh, il est La mesuré, vision, en fait. la vision. Voilà. Mhm, C'est pour ça que dans le livre, lorsque je parle de l'étape 1, c'est la préparation. Avant d'étudier le projet, il faut d'abord préparer. Il faut d'abord, qu'est-ce que tu... mhm. Voilà, il faut penser ton projet, penser rentabilité. Ça, c'est pour les projets, parce que tous les projets immobiliers ne sont pas les projets rentables, des projets juste pour projets de construction, pour quelqu'un pour construire sa résidence principale ou bien. Mhm, Mais mhm. la Thompson a sa particularité qu'elle est pensée dans le sens que l'objectif c'est de tirer le maximum possible de ce projet-là. OK. Donc, comment est-ce qu'on l'a pensé? C'est même détaillé dans le livre. Oui, Donc, on a construit ce R plus 4. Au rez-de-chaussée, on a 8 locaux commerciaux. mhm. Donc, les locaux commerciaux génèrent environ 500 000 francs par mois. OK. Et toujours au rez-de-chaussée, on a aussi un studio qui sera un, un, un VIP, un studio VIP, parce que enfin, ça sera location courte durée, Mhm. VIP. Le studio, c'est les deux pièces. Voilà. Mhm. Au-dessus, ça sera la plus VIP en fait, parce on met là tout ce qu'il y a de high, quoi. Ouais, OK. Donc, au premier niveau, c'est une salle de fête Mhm. luxueuse qui est fonctionnelle. Je dois avouer que j'ai déjà vu plusieurs vidéos de cette salle de fête qui sont souvent Voilà, partagées, ouais. C'est vraiment voilà, époustouflant. Mhm. effectivement. D'ailleurs, même pour la petite histoire, ce vendredi, on a certains professionnels de la santé qui vont venir pour faire un événement là-bas où le ministre de la Santé sera présent. Le docteur Malachi, Oui, c'est Manamuna Balachier. voilà, donc il va fouler le sol de notre salle de fête. Oh, ouais, super, super. Ça veut dire c'est aussi, c'est ça de fait, c'est pour tout type d'événements, hein. Tout type d'événements, conférences, séminaires, mariages. Pour en savoir. Voilà. Voilà. Donc, On était au premier étage, au deuxième étage. le niveau qui est là, on a trois appartements. Un appartement sera aménagé pour l'immeuble, c'est fini jusqu'à euh, l'état actuel de la Trump Tower. C'est les finitions, c'est jusqu'à la salle de fête. OK. Au-dessus de la salle de fête,
on est en train de travailler avec le crédit foncier pour financer le reste. Le reste, ok. Je parle aussi de ce type de livre. Oui, c'est parlé dans le livre. Voilà. Je parle de ce type de ce levier-là. C'est le dernier levier qu'on a en train d'activer pour terminer le projet. Okay. Donc jusqu'à présent, là où on s'est arrêté là, c'est avec les différents leviers qui sont mentionnés en bas, qui sont mentionnés plus haut, et on termine par le crédit foncier. Ok. Donc, merci. Je vais déjà, parce que tu sais pas ce qu'on va dire, donc infiniment, merci pour ces précieux conseils. Hein. Ce que je vais dire, c'est n'oubliez pas de vous procurer de ce livre. Hein, de ce livre, c'est vraiment un must-have pour tout futur propriétaire ou investisseur immobilier. Donc, merci encore, Ulrich, pour ta disponibilité. C'est vrai, si on veut vraiment s'étendre, là, on va passer toute la journée. C'est pourquoi ton idée, cette initiative de déposer ça dans un livre est assez louable. Et personnellement, je te dis encore merci beaucoup pour cette initiative. C'est avec plaisir, mon frère, c'est avec plaisir. C'est aussi ça, je pense aussi que c'est aussi ça l'objectif de la communauté. Ça veut dire que tout le monde ne doit pas traverser les difficultés des prédécesseurs, des devanciers. On n'est pas obligé de traverser les difficultés. Donc, si on peut traverser une difficulté et dire à ceux qui arrivent que attention, ici là il y a un trou, il faut sauter. Parce que moi, en venant là, je suis tombé. Ça permet d'avancer plus rapidement. Nos prédécesseurs vont avancer plus rapidement, plus vite, ils seront plus forts en fait. C'est aussi l'objectif aussi d'écrire ce livre-là, pour moi, en fait, je suis un profane, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier. Et c'est un profane de l'immobilier qui a écrit un livre pour les profanes, en fait. C'est pour ça que le livre est assez facile à comprendre. Ce n'est pas compliqué, ce n'a pas des termes techniques, un genre complexe. C'est vraiment terre à terre. Parce que c'est un profane qui l'a écrit. Il a écrit, effectivement. Les autres aussi comprennent terre à terre et de façon aussi simple. Et j'espère vraiment que ça va aider le maximum de personnes et que, voilà, et qu'on va franchir un cap en ce qui concerne l'immobilier, la construction immobilière en Afrique, particulièrement au Cameroun. D'accord, merci. Donc, merci à tous nos auditeurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et restez surtout connectés pour plus d'épisodes inspirants sur Impulsion. Donc, n'oubliez pas de passer à l'action, surtout passer à la réalisation. Hein, faites de vos rêves une réalité. Bye bye. Ok, merci. Bye.